30 décembre, alors que je m'enfonce, alors qu'on s'enfonce dans le tunnel de la nuit, j'aimerais casser le silence un peu, le, casser l'emprise, briser l'emprise de silence par cette prise de parole qui n'était pas prévue, mais voilà. Et, il y a toujours dans cette exploration euh, et, comment dire, il y a la possibilité de l'entreprendre différemment de ce que j'ai pu faire auparavant. Il y a un moyen de d'introduire un peu de cette un style qui pourrait lui donner la capacité de pouvoir exister ailleurs, d'aller finalement demander à comment dire, à ce qu'on la prenne en compte, seulement je ne sais pas. Et souvent, moi en tout cas, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de gens, on s'inspire, alors je dirais qu'on est contaminé. Il suffit qu'on entende une langue particulière, euh, une sorte euh, de marquage, enfin une sorte de, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui serait un forgeron, il aurait une manière un peu de marteler, il, il passerait devant un autre forgeron, il entendrait une autre manière, un rythme différent, ou une autre façon, un autre rapport au métal, etc. Il dirait, il faut que je tape un peu plus, de façon un peu plus, un peu moins, un peu plus, pas plus légère, mais que mon tempo soit différent. Au lieu que ce soit pom, pom, alors que ce soit pom, 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 pom. Tout dépend, évidemment, si on en parle d'un métal damassé, d'une épée damassée, peut-être que c'est tempo qui est demandé. Il faut taper rapidement des gestes un peu secs et sur d'autres surfaces et, selon les besoins, le coup serait l'élan donné au coup serait plus important et donc le tempo serait un peu moins rapide, un peu moins saccadé. Voilà comment. Et alors, c'est qu'est-ce qui est vraiment en soi. Si je passe à côté de France Culture, que j'entende déclamer des mots d'une certaine façon, est-ce que je suis tenté de capter ce tempo et de capter cette manière et puis de l'importer, de me l'approprier. Mais si je reste sur un style à moi dans lequel je me laisse aller à un certain naturel, je n'ai pas besoin de faire de l'effet, je n'ai pas besoin de montrer une quelconque façon de faire bien particulière. Je laisse les mots venir, peu importe si ça intéresse quelqu'un ou pas. Alors cette thématique des jours peut être reprise un peu dans cette idée des jours. Alors je vais chercher parce que je l'avais noté. Un peu des jours, comment dire, un peu le jour de tournoiement. C'est peut-être le jour de tournoiement. En fait, on est le fait d'être de tournoiement, le fait de tournoyer, de ne pas être capable de pas être capable de finalement de maîtriser son déplacement, son corps. Le corps est brinque-ballé, il est à la merci des vents, à la merci des vents de la destinée, et ces vents font de lui ce qu'elles veulent, ce qu'ils veulent, puisque ce sont des vents.
là, on n'est pas... Alors, tournoi. Je tournoie. Vroom. Et là, on peut faire un bruit. Je ne sais pas ce que j'avais prévu, mais je ne me souviens pas. Et dans le fait de tournoyer, il y a une perte de repères. Je ne vois plus rien. Tout se passe trop vite. Je reconnais à peine ce qu'il y a devant moi et déjà je suis ailleurs. Je ne maîtrise pas mon déplacement. Il y a quelque chose qui s'est saisi de moi et voilà que je suis moins qu'une fétu de paille, qu'un fétu de paille, moins voilà que j'ai acquis une légèreté dont je ne pensais pas finalement être détenteur. Je suis léger puisque je suis transporté sans effort. Je n'entends pas le vent gémir parce que je fais un certain poids qu'il peine à me porter. Non, le vent est puissant. Et mes dizaines de kilos ne représentent rien pour lui. Voilà un vent bien fort, un ouragan, un majestueux phénomène météorologique. Ah si, alors j'ai l'embarras du choix. Je choisis l'ouragan, je choisis le typhon, je choisis le moyen ouragan, je choisis l'ouragan absolu, la tempête à l'état pur, celle qui ne laisse rien derrière elle. Et moi j'aimerais perdre finalement de cette appartenance à un milieu auquel je me suis accoutumé. J'avais ce paysage devant moi, il ne changeait jamais. Voici que cet ouragan vient changer la physionomie de ce lieu. Il change tout. La topographie est changée. Il crée des ouvertures là où il y avait des fermetures. Il modifie le paysage. Il introduit, voilà qu'il met en place des ruines. Et moi qui aime les ruines, bien sûr, ce sont des ruines très récentes. Elles n'ont pas le cachet de l'ancien. Oui, et moi j'aime les ruines. J'aime m'assoupir au pied d'un mur qui a traversé les siècles et qui peut me raconter des choses. En tout cas, moi je le fais parler, lui il ne parle pas, c'est un mur. Mais moi, il m'inspire. C'est un mur. Bien sûr, les murs m'inspirent toujours un peu, toujours de la même façon. Ça amplifie ma nostalgie coutumière. C'est pour moi un symbole du passage et de la non-durée des choses. Les choses s'arrêtent un jour. Qu'elles aient été magnifiques, qu'elles aient été extraordinaires, voilà, que tout s'arrête. Et vient s'installer le silence. Et le vent qui s'insinue dans les parties, de la maisonnée, ou de la maison, qui fut autrefois une grande maison. Bien sûr, j'ai un modèle de cette maison, et je n'en ai pas d'autres. Mais moi qui visitais la maison
du temps où elle commençait à décliner. Après, je l'ai visitée alors qu'elle avait totalement, qu'elle avait été désertée. Bien entendu. Et puis, depuis, elle a été de nouveau habitée. Mais pour moi, on a détruit quelque chose. C'était ça mon patrimoine. On m'a enlevé cette matière à rêve, ce lieu dans lequel je pouvais puiser. Voici donc cette histoire de tournoiement. Je n'ai pas le sentiment d'être fixé à quelque chose. Je tournoie en fonction des vents, en fonction des courants, en fonction des humeurs des jours, en fonction des caprices du destin. Je suis renvoyé d'un lieu vers un autre. Je ne peux m'installer, car je ne sais si je peux prendre mes aises ou rester sur le qui-vive. Je m'appelle, mais en fait je ne m'appelle pas. Mon nom n'est pas mon nom. Mon visage n'est pas mon visage. Ce ne sont là que des masques. Je n'ai pas de visage. Je change de masque comme je change de visage, comme je change de masque. Je change de nom comme je change d'état. Tournoiement, tourne, allez, tourne, fais tourner. Mets une nouvelle pièce et laisse le manège tourner. Tourne, 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 qu'elle tourne comme elle a toujours tourné. Elle tourne et plus elle tourne, plus elle donne l'impression de tourner encore plus vite. Ça a l'air de s'accélérer. Allez, allez, allez. Je crie parce que je suis emporté. Je crie parce que je suis effrayé. Je crie parce que je sens. J'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Voici comment on peut s'installer dans les jours de tournoiement. Après, juste quelques minutes avant, j'avais pensé à quelque chose comme les jours de basculement. Alors il y a toujours la technique ou la méthode est toujours la même. C'est un moment. Ça peut être les jours, ça peut être les temps à la place. Mais alors on découpe le temps comme ça parce que c'est j'allais dire plus pédagogique de le faire. J'allais dire plus, je sais pas. Quand vous faites une sorte d'histoire à huis clos, l'histoire à huis clos, elle tient parce qu'on l'a voulu ainsi, mais elle correspond pas à la réalité. Le huis clos ne peut pas exister indéfiniment. Le huis clos est destiné à être renversé. Tôt ou tard, si finalement on s'émancipe de huis clos, c'est juste une sorte de petit plaisir qu'on se fait. Un coup, j'ai besoin quand même d'aller voir, ne serait-ce que parce que la situation peut commencer à me peser. Ce huis clos devient oppressant. Et puis, huis clos avec qui? Avec un inconnu, avec une inconnue. Au bout d'un moment, son incognitude me revient à la figure.
Je suis en face d'un inconnu. Et je trouve qu'on est devenu proche trop vite, trop rapidement. Il faut que je récupère un peu les choses à moi. Il faut que je crée de la distance. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de faire rentrer l'extérieur. C'est de mettre fin au huis clos. Voici donc alors les jours de basculement. Les jours de basculement. Ça bascule. Ça bascule. Oui, on pourrait dire c'est un jeu de bascule. Ça bascule. On peut. Ça bascule un jour. Un jour indéterminé. Ça a déjà basculé. Ça va rebasculer. Alors on est basculé dans une fosse. On est jeté dans quelque chose au monde. À un moment, on doit basculer de la falaise et tomber, chuter. On chute, on s'enfonce dans quelque chose qui est d'une profondeur qu'on peut mesurer. Je m'enfonce. Un peu l'expérience de cette pierre qu'on jette dont on n'entend pas le bruit de sa rencontre avec l'eau, avec quelque chose. Alors on se pose une question. Mais c'est quoi comme profondeur là? Sûrement pas très profond. Il y a un phénomène physique qui a mal fonctionné. Mais pour ce qui est de chuter, il y a peut-être une limite. C'est juste quelques mètres plus bas. Ou alors on peut imaginer un basculement. Voilà, quelque chose qui traverse un point du globe pour sortir quelque part, pour être rejeté, je ne sais pas, dans un autre hémisphère. Voilà un peu les épaves, les épaves de la marée, enfin je sais pas, la marée du temps, la marée, je ne sais pas quoi les a déposés là. Et puis on a vécu dans un espace particulier et on va se décomposer ailleurs. Voici le Pacifique que je ne visiterai jamais. Voici son eau souvent belle et souvent qui appelle. Ce vert émeraude et ce sable à nul autre pareil, voilà. Donc le Pacifique, évidemment, on sait qu'il n'est pas toujours pacifique. Mais on continue de l'appeler ainsi, on continue toujours de l'imaginer en paix, apaisé peut-être même. Et voilà, et les petits clapotis des vagues, ça vraiment rien de bien méchant. Et doucement, je suis ramené sur la grève et doucement, je suis déposé. Et là, je me laisse un peu, je me laisse m'enfoncer, je m'enfonce dans le sable et puis viennent les crabes qui commencent à me picorer, bien sûr, et ces crabes, ils ne font rien, ils se délèguent de ma chair et moi je suis content de servir à quelque chose. Bien sûr, ce crabe, je ne sais pas, un crabe cocotier ou je ne sais pas, un crabe terrestre, voilà, j'imagine. Voici comment on peut... Alors les jours de basculement, bien entendu, on a toujours chacun une histoire comme ça d'un jour où finalement ça a créé, le jour ça a basculé. Une tragédie personnelle qu'on ne peut pas partager avec les autres. On vit des moments où on partage tout, mais oui, je partage une photo, je partage un événement. Là, il s'agit de quelque chose qui est difficile à partager.
Comment on peut parler de quelque chose qui a créé une césure? Voilà. Comment dire à quelqu'un que dorénavant, ben moi je ne suis plus dans ma totalité. J'ai été diminué. Il va me manquer quelque chose en permanence. Je vais porter sur moi comment dire, ce manque, je vais le vivre, je vais devoir m'y accoutumer. Mais tes phrases à toi, tes phrases de compassion, je préfère ne pas les entendre. Je préfère que tu ne dises rien, que tu me parles avec ton regard ou avec... tu t'exprimes différemment. Mais là, me dire les habituelles phrases, là, je peux m'en passer. Et je peux m'en passer, tu peux en être sûr, de façon définitive. Condoléances, condoléances, non, pas condoléances. Garde tes condoléances pour toi-même. Ouais, voilà. Alors le jour de basculement, ça bascule. Et quelquefois, le fait de basculer passe très discrètement. On ne sait pas qu'on vient de basculer. On ne sent pas qu'on vient de changer d'air, ou de changer d'époque, ou de changer de temporalité. Il y a un changement. Il est rare qu'on se rende compte qu'on a passé un cap, par exemple, et qu'on vient de... Parce que certaines choses qui nous arrivent, elles ne s'expriment, elles nous donnent leur pleine, comment dire, ils n'apparaissent dans leur plénitude qu'au bout d'un certain temps. Quelquefois, ça prend des années avant de voir les effets. C'est vraiment une maturation très, très, très longue. Après, il y a des événements comme ça brusques, on bascule de façon assez rapide, assez express. Voilà, j'ai perdu un membre, et c'est définitif. Par contre, par exemple, perdre la vue, c'est quelque chose qui vient très, très discrètement, très imperceptiblement. Et un jour, on se réveille avec incapable de pouvoir finalement se rendre compte de ce qu'on a en face de soi. Voici cet arbre que j'ai toujours pu voir jusqu'à presque le toucher. Je voyais la couleur de ces feuilles qui changeait. Je voyais ces fleurs, ces grosses fleurs, je les voyais de loin. Je pouvais voir les nuances et dans les plumes des oiseaux. Je voyais ces couleurs qui brillaient au soleil. Et un oiseau un peu gris, mais il a quand même une petite collerette où se sont concentrés plein de nuances. Ah, ça brille au soleil. Il faut qu'il y ait du soleil pour que vraiment cela se apparaisse de façon magistrale. Voilà, on est... donc ça bascule. Alors ça bascule... Moi, finalement, la vie est une sorte de... On passe d'une scène de théâtre. Alors c'est notre propre vie qui est mise un peu devant nous. Et dans cette situation, on est spectateur. On passerait notre temps à passer d'une pièce à une autre. Quelquefois, on revient un peu, certains événements sont repris par d'autres metteurs en scène, ils y ajoutent des choses qui n'y étaient pas au début. Quand je visite certains moments de ma vie, je ne peux pas dire
que je les retrouve dans leur version première. Sûrement qu'elles ont été altérées parce que voilà, ils ont perdu quelque chose obligatoirement. Les choses se perdent en cours de route, en cours de vie. Donc je ne sais pas comment rester sur cette idée du théâtre et cette suite infinie de scènes ou de voilà. En tout cas, le basculement n'est pas réellement... bien sûr, les jours de basculement, c'est aussi les jours de rupture, et on pourrait passer un petit moment à parler de la rupture. Il y a des ruptures qui sont potentiellement très intéressantes. On ne le sait pas, évidemment, au moment où cela se produit. On est dans la souffrance, on est dans l'arrachement, mais on ne sait pas. La rupture, c'est peut-être une nécessité. Je dirais même une nécessité biologique. Mais cela se passe, et on passe sa vie finalement à revivre ce moment, et c'est un moment qu'on n'arrive pas à digérer de façon totale. Il reste toujours quelque chose. On est tellement, on appartient tellement au début de sa vie, début de nos vies, que l'idéal serait d'arriver à une rupture comme ça, sans nostalgie et sans retour récurrent en arrière. Pourquoi je reviendrai en arrière? Pourquoi faire? Vivre, c'est être dans le changement et dans le remplacement des choses. Je perds une chose, je la remplace par une autre. Et à chaque fois, je ne souffre pas, puisque je remplace quelque chose par une chose équivalente, ou peut-être même une chose qui est encore plus intéressante, plus conséquente. Donc les jours de rupture, on reste attaché malgré soi, et cette rupture qu'on n'arrive pas à assumer. On a été poussé par une force plus forte que notre attachement. Et puis on se dit, et si jamais on n'a pas réussi à gagner ces galons, on n'a pas réussi à avoir une vie glorieuse, alors on s'est dit, ben, j'aurais jamais dû quitter, j'aurais jamais dû rompre, puisque je n'ai rien gagné, je n'ai rien réussi dans cette entreprise qui a été la mienne, dans cette entreprise individuelle, autonome qui a été ma vie après la rupture. C'est toujours le problème. J'ai la capacité, jusqu'à un certain point, hein, je ne veux pas pousser trop loin, la capacité de dire, comme j'ai la capacité, j'ai un peu froid, mais j'ai la capacité de me dénuder. Et j'ai la capacité, par exemple, de prendre mon corps et de commencer à le maltraiter. Pour avoir une action qui n'était pas prévue. Voilà, dans l'imprévisible. L'aléatoire, non, l'imprévisible, l'aléatoire, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne peut pas m'arriver ici. L'aléatoire, c'est les idées qui peuvent me passer dans un ordre aléatoire. Voilà, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu parler de quelque chose, et puis quelque chose a surgi du passé dans ce processus d'association, etc.
Voilà, c'est un aléatoire. Alors il y a quelque chose, et aléatoirement, il y a une sorte de fond, comme ça, dans lequel une sorte de réserve dans laquelle il y a plein de choses. Et aléatoirement, comme on plonge la main et on sort quelque chose. On ne sait pas ce qu'on va remonter. Mais par contre, pour ce qui est de l'imprévisible, c'est pour faire provoquer cette imprévisibilité de façon artificielle. Il faut commencer par être dans une position qui n'est pas habituelle. Voici que je déchire quelque chose qui m'a coûté de l'argent et que j'ai eu plaisir à acquérir. Je la déchire, je n'ai pas encore utilisé et je la détruis. Un acte scandaleux qui devient scandaleux aujourd'hui, comme il l'a été auparavant du temps du manque. Aujourd'hui, on dit quelque chose qui a été produit à la côté temps en bilan carbone, etc. On se dit que ce soit des aliments, que ce soit autre chose, on ne doit pas détruire, on doit préserver. Donc ça a coûté tant, voilà, en eau, ça a coûté tant en perturbation de toute nature, donc non. Mais moi je fais celui qui est dans, j'oublie toujours ce terme, mais que j'ai possédé pendant des décennies, qui est dans une sorte de position d'irrespect total. Alors je ne trouve pas le terme, mais c'est quelque chose qu'on fait vis-à-vis des divinités, vis-à-vis des puissances. Quand on ne respecte pas, quand on cherche finalement à porter atteinte, alors donc il pourrait y avoir comme ça de la rupture, pas seulement en évoquant des faits et des faits, mais en rompant avec un ordre, avec une linéarité qui était la linéarité de toujours. Simplement, je pourrais dire de quelqu'un que j'ai presque aimé, comme je pourrais être en train de le maudire, en train de vraiment moquer de lui. Mais le truc, c'est qu'il faudrait qu'il soit devant moi. Et qu'au lieu de le louer, je vais être en train de lui porter atteinte, en train de le désacraliser, en train de... voilà, et donc, oui, la rupture, c'est que je désacralise tout ce que j'ai encore de sacré, et j'en ai plus tellement de sacré, et donc, ou alors que je commence à sacraliser ce que j'avais auparavant désacralisé. Voilà donc la rupture, c'est que je devienne une sorte de bigot, par exemple, que je m'aligne un peu sur la droite ligne empruntée par tout le monde. Que, voilà, la rupture, elle peut être dans un sens retour vers le passé. Bien sûr, je ne suis pas dans la position que ce soit spatiale oui, c'est plus la position spatiale qui m'empêche. Bien sûr, au niveau il est tard, donc il est bientôt 1h, donc c'est pas spécialement la bonne position. Mais il est possible de créer une sorte de faire dans la performance, un peu dans cet exercice-là,
bien sûr, il y a des choses. Alors, la rupture peut être évidemment de toute nature et de tout degré. Il suffit d'aller un peu contre l'ordre qu'on a chez soi, l'ordre qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a une chose, il y a une place que j'ai attribuée à une chose. Cette place, elle l'a gardée depuis des années. C'est resté en place. Et cet ordre est devenu comme immuable. Soit qu'il y avait un ordre alphabétique, soit qu'il y avait un ordre numérique, soit, je ne sais pas. En tout cas, ça prend la poussière toujours à la même place depuis, voilà, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans. Ben, on peut y aller comme ça, il y a de la durée dans ces histoires-là. Donc je commence par, il y a une chose qui a vécu pendant des années, intégré dans un voisinage imposé, mais un voisinage tout de même, avec une autre. Et puis je déplace. Sans cri gare, je viens et je déplace. C'est vraiment dans la mini rupture. Ou dans la rupture un peu silencieuse. Voilà, c'est des ruptures qui ne changent rien fondamentalement à l'ordre ou désordre du monde. Sûrement qu'il n'y a pas d'ordre en fin de compte. Qu'encore une fois, la notion d'ordre et du désordre, ce ne sont là que des mots ou des notions comme quelqu'un qui veut apprendre à maîtriser quelque chose. Alors il va commencer par la décomposer. Il va utiliser une sorte de méthode. Et pour un peu maîtriser le monde, il faut le diviser en catégories. Alors il y a l'ordre et le désordre, bien sûr, ça permet de mieux arriver à son but. Donc si je dis ceci est le désordre, et ceci est l'ordre, ben à partir de là, je peux établir mes démarches futures. Donc c'est arbitraire, je décide arbitrairement. Mais une fois que j'ai pris la décision, je n'en change pas. Ce sont des repères peut-être artificiels, sûrement artificiels, mais c'est des repères tout de même. Alors dans ces catégories de l'ordre et du désordre, la chose. Alors, bien entendu, le monde. En fait, on a envie de tendre la main vers les gens qui se trouvent à côté, mais qui se trouvent pas loin, mais qui se trouvent suffisamment loin pour qu'on ne puisse pas les attraper. Quand on réfléchit, si cela nous est possible, à tous les gens qu'on a rencontrés, qu'on a côtoyés, et à ce que à tous ces processus de vie qui nous ont amenés à les rencontrer. Imaginons une décision qui appartient comme ça, qui a été quelque chose qui a été mis en place par une administration, et cette administration, son but n'est pas de permettre à des gens finalement très différents de pouvoir se rencontrer. C'est une chose qui se produit hors du contrôle de l'administration. L'administration ne s'y intéresse pas. Mais l'administration décide qu'il y a nécessité, par exemple, je ne sais pas, de faire en sorte que des Allemands fréquentent des Français pour le bien-être des deux peuples. Et voilà un peu comme cette
cette compagnie ou cette brigade ou je ne sais quoi franco-allemande dans laquelle évidemment des jeunes français, des jeunes appelés français et allemands faisaient leur apprentissage de la discipline ou de la vie militaire. Voilà comment, je ne sais pas par quel hasard, j'ai rencontré des Allemands, et des Allemands qui auraient pu être extrêmement importants dans ma vie, mais il se trouve que non, mais voilà, j'avais l'occasion. Peut-être, je suis un bénéficiaire d'une politique qui s'est décidée loin de moi, voilà, dans un but auquel je peux peut-être ne rien comprendre. Je peux comprendre sans pouvoir y apporter, y changer quoi que ce soit. Oui, la rupture, voilà, je peux dire, oui, il y a des choses qui remontent à la Révolution française, il y a des gens qui remontent, des choses qui remontent au Moyen-Âge. Si il y a une chose, alors ça remonte, l'Empire, au Saint-Empire germain, il peut y avoir des choses qui remontent encore plus loin, ou au temps des dits barbares, et etc., etc., etc. Alors, et moi, j'arrive au XXe siècle et je vois un peu les conséquences de tout cela. Et je côtoie des gens que je n'aurais jamais pu côtoyer si ces choses-là ne s'étaient pas déroulées de la façon dont elles se sont déroulées. À une longue suite de guerres et de confrontations et de conflits et de heurts, voici qu'à la fin, il est possible que des représentants ou des descendants de ces peuples vont pouvoir se rencontrer et se côtoyer dans une entente et coopérer ensemble. Et ne plus se considérer comme des ennemis ou comme des concurrents, là aussi. Donc, prendre la parole est un acte fondamental, malgré son côté peu substantiel, malgré ou peu affectant, ou peu opérant. Malgré tout cela, il faut continuer de prendre la parole. Ce n'est pas que le silence soit un ennemi, ou qu'il efface des choses. C'est juste que dans une situation où on est contraint de garder le silence, c'est pas qu'on a choisi le silence, c'est qu'il nous a été imposé. Alors il faut, malgré tout, comme quelqu'un qui aurait les moyens de quitter sa prison de façon indirecte. Il a les moyens d'envoyer des messages par-delà les barreaux, par-delà les murs de sa prison. J'envoie des messages qui ne sont pas interceptés. Et voilà, je sais pas, moi je dirais, voilà, Alcatraz, voilà, les prisonniers peuvent jeter des bouteilles, et voilà, il y a un prisonnier qui a sa cellule qui donne sur la mer, je ne sais plus quelle mer c'est peut-être la mer Caraïbe, j'en sais rien, en tout cas voilà, donc Alcatraz, voici, donc, et puis il envoie chaque fois qu'il a la possibilité de jeter une bouteille, il la jette. Alors selon son humeur du moment, il y a mis quelque chose, un peu comme ça, des mots, ou alors il a fait un effort, puis il a choisi des mots, il a vraiment essayé de composer un petit texte plaisant, malgré son côté un peu désespérant ou désespéré, il a quand même essayé de faire dans l'esthétique et dans
l'embellissement. Mais voilà, et puis à d'autres moments, il a envoyé une demande voilà, au secours, au secours je m'en noie, simplement, voilà donc, mais c'est un acte qui permet d'entretenir une sorte d'espoir, un espoir sans conséquence réelle pour le désespéré, mais voilà, c'est dans les marges. C'est cette petite possibilité minuscule qui reste et que j'essaie quand même d'exploiter. Je n'exploite rien, je ne suis pas un exploiteur, loin de là, mais j'utilise un terme à défaut d'un autre. Voilà, donc c'est ça. Alors j'ai pris la parole pendant 1 heure à peu près maintenant, bientôt 1 heure. C'est quoi cette histoire, justement? C'est quoi ces jours qui défilent et quand on voit de l'eau finalement s'écouler, on se dit ça va arriver quelque part. Il y a de l'eau qui atterrit dans le désert et qui évidemment part, on s'évapore, mais il y a de l'eau. Alors on se dit tiens, moi j'habite à côté d'un fleuve, j'ai du mal à le voir. Voilà, un fleuve, ça finit sa course en mélangeant ses eaux aux eaux d'une mer ou d'un océan. Bon, ça va attirer ce fleuve-là. Il continue son chemin pour arriver à son point terminal et il va se mélanger aux eaux de l'Atlantique Nord. Et puis ça y est, simplement, c'est comme ça. Et alors les jours, nos jours, peut-être que nous sommes des affluents de quelque chose de très grand, et que nous participons, nous sommes des gouttes qui, évidemment, on sait l'histoire, la goutte qui finit par la goutte qui s'ajoute à une goutte, puis je ne sais pas, quel est finalement le point de chute, le lieu terminal. Est-ce quelque chose dans lequel on va peut-être comment dire, se dissoudre, peut-être perdre de nos attributs. L'eau douce, elle se mélange avec l'eau salée et elle perd son caractère propre, et puis elle mélange finalement un mélange de nature, un mélange de constituants, un mélange de cours. Puis après, il y a le cycle. Alors le cycle de l'eau, et nous, le cycle de la vie. L'eau, peut-être qu'il y a de l'eau qui s'échappe dans l'espace, peut-être qu'il y a de l'eau qui s'échappe sous terre, et on peut imaginer que 70% ou 80% de l'eau qui revient à la mer, finalement, va de nouveau se retrouver, soit cette eau-là, soit il y a une quantité, je ne sais pas, alors combien, on va dire combien de millions d'années, pour que de l'eau qui fut douce, combien de milliards d'années il lui faut pour de nouveau refaire tout, remonter tout le cycle de l'eau pour de nouveau et finalement devenir de la pluie qui va rejoindre une rivière pour entamer le cycle. Alors le cycle, on le représente un peu simplifié, mais avec un début, une fin, et puis et voilà, je parle de cette molécule d'eau, une molécule d'eau précise, il lui faut combien d'années? Il y a sûrement des molécules d'eau qui n'auront jamais la possibilité, molécules d'eau salée qui ne deviendront jamais des molécules d'eau douces. C'est comme ça. Alors, il faudrait des milliards de milliards d'années pour que cela se produise. La probabilité est souvent très, très infime. En tout cas, si nous constituons, vous pouvez un peu faire le tour. Là,
toutes les réincarnations possibles pour finir par constituer ou par être à la base d'un nouvel organisme qui pourrait nous ressembler ou pas. Mais un organisme vivant, alors c'est peut-être un organisme vivant, ça peut être juste une bactérie. Voilà, et donc c'est loin d'être extraordinaire. Une bactérie, c'est simple, voilà, sa vie de bactérie. Et puis, alors que nous, voilà, nous pensons être au sommet, nous produisons des mots, nous produisons de la beauté, nous chantons la beauté, nous chantons, nous aimons nous divertir, nous aimons, voilà, nous sommes dotés de cette capacité d'apprécier les belles choses, et c'est le sens esthétique, voilà ce qui nous différencie. C'est des paroles, comme on dit, c'est des paroles qui me font plaisir à moi, qui pourraient me faire plaisir à moi, mais qui sont totalement inaudibles pour un autre être. Peut-être que la bactérie, elle aussi, elle a son univers esthétique, elle vit sa vie, et durant sa vie, elle peut éprouver énormément de sensations, énormément interagir de mille façons avec son environnement, de façon qui la satisfait pleinement. Et voilà, nous faisons ce dont nous avons besoin. Et nous quittons jamais, finalement, nous avons besoin, nous entendons. Alors, nous aimons entendre les choses qui nous font plaisir. Mais nous sommes un peu condamnés à cela. Pourquoi notre besoin de mélodie est quelque chose qui devient un peu une sorte d'emprisonnement. Je ne peux pas vivre sans faire appel à cette chose, le besoin d'image, le besoin d'onérisme, le besoin d'exister ailleurs, de toutes les manières possibles, le besoin de m'identifier à ceci ou à cela, le besoin d'avoir plusieurs vies, le besoin... Je suis dans le besoin, je ne suis pas dans le choix, je ne suis pas dans la liberté de choisir ou de ne pas choisir. Et cela, évidemment, est fonction de mon milieu, etc. Et de mes conditions sociales, etc., etc. Voici donc, j'ai pris la parole pendant à peu près bientôt 1 heure. Simplement, je déborde, donc je quitte un peu les limites du thème, par exemple, qui était celui des jours de tournoiement, pour passer. C'est vrai que on peut tourner tout en gardant une centralité. Tourner, 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 tourner. On aime un peu se perdre, mais sans quitter la terre, sans quitter le sol. Toujours bien ancré, et à partir de cet ancrage, je peux virevolter, je peux explorer. Finalement, je suis très prudent. J'explore, je me lance dans des jeux, dans des expériences, mais tout en ayant toujours la possibilité de redevenir ce que j'étais auparavant. Ce ne sont là que des excursions, ce ne sont là que des séjours. Bref, dans un monde qui n'est pas le mien habituel. Voici donc, et dans les jours de basculement, ça peut faire penser à des choses comme ça,
quand on tombe, quand on chute, et qu'on se sente un peu idiot, et qu'on on reste un peu dans sa position, parce qu'on est haut, puis on se retrouve finalement au ras du sol. Et quelquefois, ça se passe de façon, je sais pas, on a été idiot parce qu'on a présumé, parce qu'on n'a pas su calculer les distances, ou parce vraiment, on a chuté de façon idiote. Alors on est là, on se tient le menton, puis on joue un peu au penseur. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Cela est presque, c'est une chose incompréhensible, c'est de l'irrationnel. Et du haut de mon 1 mètre et quelques, ainsi que je me retrouve le nez dans la poussière. Alors le basculement, c'est ça. Le basculement, c'est comme ça, de façon brutale, perdre un peu de sa contenance, perdre de sa capacité de contrôler les choses. Je possédais une chose, puis cette chose m'est arrachée. Et donc la rupture, elle est un peu dans la même suite, dans le même ordre d'idée. La rupture, c'est en même temps la chose qui permet de récupérer sa capacité à faire dans l'inédit, à tenter de nouvelles expériences. La rupture, souvent perçu comme une sorte de malédiction, c'est une sorte de privation. Ce n'est vrai et pas vrai comme de toutes choses. C'est vrai jusqu'à un certain point. Ça fait coupure. Mais toutes les coupures ne sont pas mauvaises. On est lancé sur un chemin, on est parti pour arriver quelque part. Et quelquefois, au lieu de faire des pauses assez courtes, on prend nos aises et on s'installe, alors qu'en fait, on ne devait pas s'installer. Le but de cette expédition est à rechercher plus loin. Peut-être que l'expédition ne va pas arriver jusqu'au bout du voyage. Mais d'arrêter le voyage à un moment donné, parce qu'on a reçu bon accueil et qu'il fait bon, là où on a été accueillis, que tout le monde semble nous d'adopter, voilà. Pourquoi de nouveau je devrais me lancer dans l'inconnu et risquer ce qu'il me faut? Mais je n'étais pas parti pour m'arrêter au bout de quelques pas. J'étais parti parce que j'avais des choses que j'ai considérées. Sinon, je n'aurais pas quitté les miens. Auprès des miens, j'étais heureux. Donc, ça devait me suffire. Mais je ne suis pas parti pour aller me faire adopter par d'autres. Sans vouloir les offenser, c'est des gens merveilleux. Mais moi, je cherche autre chose que le merveilleux. Je cherche le contraire du merveilleux. Je cherche à approcher les choses dans toute leur diversité. L'horrible, je voudrais aussi voir l'horrible, puisque l'horrible est de ce monde. J'aimerais voir les choses effrayantes, les choses repoussantes, les choses. Et bien si on peut continuer comme ça. Je ne sais pas trop la forme physique pour continuer, mais j'ai fait une sorte de voilà, il y a n'importe quoi. On se lance dans une entreprise
presque par une sorte de bravade, mais sans y croire. Je me suis lancé sans... Ça a donné ça, et voilà, donc c'est bon.